combien faut-il investir pour toucher 1000 € de dividendes par mois? Est-ce qu'il faut plutôt investir 100 000 €, 500 000 €, ou peut-être même 1 million d'euros? En fait, ça dépend énormément de ce qu'on achète. Si on se replace en 2015, il aurait fallu investir environ 271 000 € dans Total Energy pour toucher l'équivalent de 1000 € de dividendes bruts par mois. Avec Orange, il aurait fallu investir environ 312 000 €, alors qu'avec AXA, environ 321 000 €. Et avec un ETF distribuant qui réplique le CAC 40, il aurait fallu investir presque 339 000 €. Donc déjà, pour exactement le même revenu, on peut avoir presque 70 000 € d'écart, simplement selon l'investissement choisi. Mais surtout, ça c'est en 2015. Ce que je veux savoir, moi, c'est ce qui se passe après. Imaginons qu'on achète suffisamment de titres pour toucher environ 1000 € de dividendes par mois, et qu'ensuite on fasse plus rien pendant 10 ans. Est-ce qu'en 2025, en 2026, on touchera toujours 1000 € par mois? Ou est-ce qu'on touchera plus, 1500, 2000 € par mois? Ou au contraire, est-ce que ça peut baisser? On va voir tout ça dans la vidéo, on va aussi voir combien vaudra notre portefeuille 10 ans plus tard, et tant qu'on y est, on regardera aussi combien il faudra investir pour gagner 3000 € de dividendes par mois, ou même 5000 € de dividendes par mois. Alors, très rapidement déjà, c'est quoi exactement un dividende? Quand on possède une action, on possède une toute petite partie de l'entreprise et certaines entreprises décident régulièrement de reverser une partie de leurs bénéfices ou de leurs réserves aux actionnaires. C'est ça le dividende. Si une entreprise verse 2 € par action et qu'on possède 100 actions, on reçoit 200 €. C'est simple. Mais attention, ce montant n'est jamais garanti. L'entreprise peut l'augmenter, le réduire ou même complètement le supprimer. Il y a aussi une autre notion qu'on va regarder dans la vidéo, c'est le rendement du dividende. Si une action coûte 100 € et qu'elle verse 3 € par an, son rendement est de 3%. Et si l'action monte à 150 € et que le dividende reste à 3 €, on touche toujours exactement les mêmes 3 €, sauf que le rendement n'est plus que de 2%. Donc le dividende et le rendement, c'est pas la même chose, et c'est justement ce qui va expliquer pas mal de résultats assez surprenants dans notre expérience. Et en parlant de l'expérience, la voilà. On va commencer par prendre plusieurs actions et ETF qui versent des dividendes, histoire d'avoir pas mal de profils différents. Et pour chaque investissement, je vais regarder combien de dividendes ont réellement été versés pendant l'année 2015. Ensuite, je calcule combien de titres il aurait fallu posséder pour recevoir environ 12 000 € sur l'année, donc l'équivalent de 1000 € par mois. Et après, on fige ce nombre de titres pendant 10 ans. On rachète rien, on vend rien et on réinvestit même pas les dividendes. Parce que l'idée ici, c'est justement de les utiliser comme revenus. Et ensuite, chaque année, on regarde deux choses. Combien de dividendes on reçoit et combien vaut notre portefeuille. Et l'idée globale, c'est d'avoir des ordres de grandeur comparables entre tous les investissements. Et une chose importante, tous les montants que je vais donner dans cette vidéo sont bruts. La fiscalité, on reviendra dessus un peu plus tard. Alors imaginons qu'on ait acheté les actions qu'on voulait, que deviennent nos 1000 € par mois? Commençons avec Total Energy. En 2015, on avait donc besoin d'environ 271 000 € pour atteindre notre objectif de 1000 € de dividendes par mois, et ça nous donne un peu plus de 6500 actions. Et maintenant, on garde exactement ces actions jusqu'en 2025, et on regarde l'évolution. On part de 1000 € par mois en 2015. En 2016, on est déjà autour de 1330 €. En 2018, autour de 1370 €. En 2020, on est toujours autour de 1460 €. En 2022, on a même une grosse hausse avec plus de 2000 € de dividendes par mois. Ça, c'est dû avec une redistribution exceptionnelle qu'il y a eu cette année-là. Puis ça redescend un peu et finalement, en 2025, on arrive autour de 1790 € par mois de dividendes. Donc c'est clairement pas une ligne droite parfaite, mais sur 10 ans, notre revenu a quand même énormément progressé. On parle de presque 800 € de plus chaque mois en 2025 par rapport à 2015. Et tout ça sans avoir acheté une seule action supplémentaire. Donc c'est pas mal. Mais on va regarder AXA parce que c'est encore plus intéressant. En 2015, on part d'environ 321 000 € d'investissement, de capital, pour pouvoir toucher nos 1000 € par mois. Et le dividende augmente pendant plusieurs années. Et puis là, en 2020, grosse chute. On tombe à environ 770 € par mois. Donc ça montre déjà quelque chose d'important. Quand on parle de revenus passifs, on peut facilement avoir l'impression qu'une fois qu'on a atteint 1000 € par mois, c'est acquis pour toujours. Mais non, un dividende, ça peut être réduit. Et notre revenu peut baisser. Sauf qu'après 2020, chez AXA, le dividende repart très fortement. En 2021, on passe déjà autour de 1500 € par mois. En 2023, presque 1800 € par mois. En 2024, on est à plus de 2000 €. Et en 2025, nos 1000 € de départ seraient devenus environ 2260 € par mois. Donc là, on est à plus du double en 10 ans. Ce qui est donc évidemment une très forte augmentation. Maintenant, regardons Orange. En 2015, il fallait environ 312 000 € d'investissement chez Orange pour toucher les 1000 € par mois. Et là, la trajectoire est beaucoup moins spectaculaire. On tourne pendant plusieurs années autour de 1000 à 1200 € par mois. Et en 2020, on revient quasiment exactement à notre revenu de départ. Et en 2021, on monte à environ 1330 € par mois, parce qu'il y a là aussi eu un dividende exceptionnel cette année-là. Et en 2025, on arrive autour de 1250 € par mois. Donc oui, le revenu a augmenté,
mais nettement moins que chez Total Energy ou AXA. Et surtout, regardez maintenant ce qui se passe si on affiche la valeur des portefeuilles. Et là, la différence devient assez frappante. On était parti avec environ 321 000 euros chez AXA, et fin 2025, nos actions valent autour de 520 000 euros. Sur Total Energy, on était parti avec environ 271 000 euros, et notre portefeuille vaut en 2025 autour de 365 000 euros. Mais Orange, on était parti avec environ 312 000 euros, et fin 2025, les actions valent autour de 284 000 euros. Donc malgré 10 années de dividendes encaissés, la valeur de nos actions Orange est même inférieure à notre capital de référence de départ. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a perdu de l'argent au total, puisqu'on a reçu des dividendes pendant toute la période, mais ça montre quand même pourquoi regarder uniquement le revenu, ça peut être trompeur. Une action peut nous verser beaucoup de dividendes, sans forcément être celle qui fait le plus grossir notre patrimoine. Autrement dit, avoir un dividende élevé et avoir un bon investissement, c'est pas forcément la même chose. Mais du coup, j'ai une autre question. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, en 2026, plus d'argent qu'en 2015 pour pouvoir toucher 1 000 euros par mois? Parce qu'entre-temps, on a quand même vu la bourse, les marchés ont quand même beaucoup augmenté entre 2015 et 2025. Donc instinctivement, on pourrait se dire, les actions coûtent plus cher, donc forcément, il faut beaucoup plus de capital pour pouvoir toucher 1 000 euros par mois. Mais en même temps, on vient de voir que les entreprises versent aussi beaucoup plus de dividendes qu'avant. Donc peut-être qu'au contraire, il faut moins d'argent. Donc on va reprendre nos 3 exemples. Pour pouvoir toucher 1 000 euros par mois, en 2015, il fallait investir 271 000 euros, alors qu'en 2025, il fallait investir que 203 000 euros pour Total Energy. Avec AXA, il fallait investir environ 321 000 euros en 2015, alors qu'en 2025, il faut investir seulement 230 000 euros. Et petite parenthèse, qu'est-ce qui explique le fait qu'il faut investir moins de capital pour pouvoir toucher autant de dividendes? En fait, c'est qu'en 2015, le dividende, c'était de 95 centimes par action. Alors, le prix de l'action était de 25 euros en moyenne. On avait un rendement de 3,7%, alors qu'en 2025, le dividende est de 2,15 centimes pour un prix d'une action de 41 euros. Donc, on a un rendement de 5,2%. Donc, effectivement, entre 2015 et 2025, le prix de l'action AXA a bien augmenté, de 62% environ, mais le dividende a augmenté encore plus vite, de 126%. Du coup, le résultat, c'est que le rendement, le ratio entre les deux, ça a grimpé. Et comme le rendement est plus élevé aujourd'hui, il faut moins de capital pour générer le même revenu annuel. Et pour Orange, il fallait environ 312 000 euros en 2015 et en 2025, environ 227 000 euros. Donc dans ces 3 cas, il faudrait aujourd'hui moins de capital pour générer le même revenu. Et la raison, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, le prix de ces actions a évolué, mais leur dividende par action a suffisamment augmenté pour que le rendement soit aujourd'hui plus intéressant dans notre comparaison. Mais maintenant, on va regarder notre ETF CAC 40 distribuant, qui redonne des dividendes des entreprises. En 2015, il fallait investir environ 339 000 euros dans cet ETF pour toucher 1 000 euros par mois, alors qu'en 2025, il faut investir environ 416 000 euros. Cette fois, c'est l'inverse. Il faut environ 77 000 euros de plus pour obtenir le même revenu. Pourquoi? Parce que le dividende a augmenté, oui, mais le prix de la part de cet ETF a augmenté encore plus vite. Donc finalement, il n'y a pas de règle du genre les marchés coûtent plus cher, donc vivre de ces dividendes revient plus cher. Ça dépend complètement de l'évolution du prix et du dividende. Dans cette vidéo, on parle beaucoup d'investissement. Investir, c'est aussi penser à son confort au quotidien. Et ça tombe bien, cette vidéo est justement en partenariat avec FlexiSpot, une marque spécialisée dans le mobilier ergonomique. J'utilise le bureau électrique E7 depuis 3 ans. La hauteur du bureau se règle facilement grâce au mode prédéfini et j'apprécie toujours autant la qualité des matériaux, le moteur silencieux et la stabilité du bureau même en position haute. Et pour compléter mon installation, j'ai récemment pris leur chaise ergonomique, la C7 Morpher que j'utilise depuis 1 mois. Le dossier dynamique accompagne les mouvements du corps pour rester soutenu lorsqu'on change de position et tout est réglable, que ce soit la hauteur ou l'inclinaison du dossier, l'appui-tête ou les accoudoirs qui peuvent pivoter. La chaise dispose aussi d'un support lombaire gonflable dont on peut ajuster la pression. Et pour les moments où on veut vraiment se détendre, elle intègre aussi un repose-pied souple et confortable et après 1 mois d'utilisation, je trouve que la chaise est très complète. Alors si le bureau ou la chaise vous intéresse, rendez-vous sur le site de FlexiSpot en passant par mon lien en description. La chaise bénéficie d'un retour sous 30 jours et d'une garantie de 5 ans. Et notez bien cette date, le 31 août 2026, entre 10h et 11h59, vous pourrez profiter d'une offre flash avec 12% de réduction sur tout leur site grâce au lien et au code disponible dans la description. L'offre ne durera que 2 heures, alors soyez réactifs et merci à FlexiSpot de soutenir la chaîne. On reprend la suite de la vidéo. Alors est-ce que c'est pareil avec d'autres investissements? Parce que jusque-là, j'ai surtout parlé de 3 actions françaises qui sont particulièrement connues pour verser des dividendes, donc c'est un peu biaisé, et j'ai aussi parlé du CAC 40, mais
Vous voulez probablement pas mettre tous vos œufs dans le même panier, investir tout son argent dans une seule entreprise pour bénéficier du dividende. Vous imaginez bien que si l'entreprise fait faillite, ou même si elle a moins de revenus, vous pouvez tout perdre, quoi. Ça manque de diversification et l'idée, c'est de pas forcément prendre autant de risques et de tout investir au même endroit. Donc, par curiosité, j'ai fait le même calcul avec plusieurs autres investissements. J'ai pris Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Realty Income et un ETF mondial spécialisé dans les dividendes, le SCHD. J'ai pris un ETF monde classique, un ETF S&P 500 et je vais évidemment pas commenter les 12 lignes une par une, sinon cette vidéo va durer 40 minutes. Il y a quand même deux cas intéressants dans les cas que j'ai pris. D'abord, il y a Realty Income. Donc Realty Income, c'est une société immobilière américaine cotée en bourse. Et en gros, l'entreprise, elle possède des milliers de biens immobiliers qu'elle loue à des entreprises et elle redistribue une grande partie de ses revenus aux actionnaires. Et l'action est très célèbre chez les investisseurs à dividendes pour cette raison très simple, c'est qu'elle verse son dividende tous les mois, un peu comme un loyer. Donc forcément, dans une vidéo où on parle de vivre de ces dividendes, je trouve que c'est intéressant de la mettre. En 2015, il aurait fallu environ 286 000 euros pour atteindre notre objectif. Et contrairement à la plupart des entreprises de cette vidéo, là, on est vraiment très proche de l'image classique où on possède des actions et tous les mois, on reçoit du cash. Alors que les autres actions versent des dividendes plutôt une fois tous les 6 mois, voire tous les ans. Enfin bref, en 2025, ces mêmes actions qui auraient généré 1 000 euros par mois en 2015 généreraient aujourd'hui autour de 1 430 euros par mois. Sauf que la valeur du portefeuille, elle, n'aurait quasiment pas progressé sur 10 ans. Donc encore une fois, le revenu est sympa, mais ça ne nous dit pas à lui seul si l'investissement a été excellent. Deuxième exemple, je vais prendre l'ETF S&P 500. Donc là, si notre seul objectif, c'est de toucher 1 000 euros de dividendes par mois en 2025, il faudrait plus de 1 million d'euros de capital investi dans le S&P 500 pour toucher ça. Ça paraît complètement absurde à côté des quelques 200 000 euros qu'il faut investir en général sur Total Energy ou sur les actions qu'on a vues juste avant. Mais ça veut absolument pas dire que l'ETF S&P 500 est un mauvais investissement, comme vous pouvez l'imaginer. Ça veut juste dire que l'objectif de cet ETF, c'est pas de nous verser énormément de dividendes. Et c'est là où j'aimerais mettre le doigt sur quelque chose d'assez important. Donc j'aimerais maintenant vous donner une autre grille de lecture, mais je vais quand même répondre à la question de la vidéo qui est combien faut-il investir pour toucher 1 000 euros, 3 000 euros ou 5 000 euros de dividendes par mois. Donc je vais répondre à cette question avec les chiffres de 2025 que j'ai pu avoir. Pour viser environ 1 000 euros bruts par mois, on est autour de 202 000 euros avec Realty Income, 203 000 euros avec Total Energy, 227 000 euros avec Orange, 230 000 euros avec AXA, environ 300 000 euros avec le SCHD, le ETF américain spécialisé dans les actions à dividendes, autour de 400 000 euros avec Coca-Cola ou Procter & Gamble, 416 000 euros avec l'ETF 440 distribuant, 422 000 euros avec le VHYL, un ETF mondial spécialisé dans les entreprises à dividendes élevés. Il aurait fallu investir 465 000 euros avec Johnson & Johnson. Et si on prend un ETF monde classique qui n'est pas du tout spécialisé dans les dividendes, on monte déjà autour de 633 000 euros d'investissement pour toucher 1 000 euros de dividendes. Et enfin, avec l'ETF S&P 500, on dépasse carrément le million d'euros qu'il aurait fallu investir. La raison, c'est que les deux derniers, c'est des ETF qui n'ont pas vocation à investir dans une entreprise qui verse spécialement des dividendes. Donc voilà, vous avez au moins un ordre de grandeur. Il n'existe pas un montant universel à investir pour pouvoir absolument toucher 1 000 euros de dividendes par mois. Ça dépend complètement du rendement de ce qu'on achète. Si on veut 3 000 euros par mois, on multiplie à peu près tous ces montants par 3. Et pour 5 000 euros par mois, par 5. Je vous mets tout à l'écran. Vous avez un tableau récapitulatif. Évidemment, si vous voulez toucher 5 000 euros par mois, il faut assez rapidement investir des millions d'euros, 1 million d'euros au moins, ou plusieurs millions d'euros. Et en plus, tout ce qu'on vient de voir, c'est des montants bruts. Et le problème du brut, c'est que c'est pas du net. Si on dit je veux vivre avec 1 000 euros de dividendes par mois, en général, on veut réellement avoir 1 000 euros disponibles pour les dépenser, pas 1 000 euros avant impôt. En 2026, pour un résident fiscal français imposé par défaut à la flat tax, donc on est à 31,4%, sur 1 000 euros bruts, ça donne environ 686 euros après ce prélèvement. Et donc pour réellement conserver environ 1 000 euros net par mois dans sa poche, il faudrait plutôt générer autour de 17 500 euros bruts par an. Donc prenons simplement notre ETF CAC 40, on était autour de 416 000 euros pour viser 1 000 euros bruts mensuels, et si on veut quelque chose qui ressemble à 1 000 euros net, on se rapproche plutôt d'un investissement de 600 000 euros. Et pour 3 000 ou 5 000 euros net par mois, on arrive très vite dans les millions d'euros à investir. Donc oui, vivre de ces dividendes, c'est possible, mais il faut quand même un patrimoine très conséquent. Et surtout, il reste une question importante à laquelle j'ai pas répondu, qui est pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à recevoir des dividendes en premier lieu ? Il y a un problème avec l'objectif d'essayer de toucher des dividendes. Parce qu'au fond, notre objectif, c'est probablement pas juste de recevoir un dividende. Notre objectif, c'est plutôt d'avoir suffisamment de patrimoine pour financer notre vie. Et c'est pas forcément la même chose. On peut reprendre notre exemple du CAC 40. D'un côté, on a l'ETF CAC 40 distribuant, qu'on utilise depuis le début de la vidéo. Il reçoit les dividendes des entreprises du CAC 40 et nous les reverse. Donc le cash arrive sur notre compte. Mais à côté, on pourrait prendre aussi une version capitalisante du CAC 40. C'est un ETF qui investit globalement dans les mêmes entreprises, sauf qu'au lieu de nous verser les dividendes, l'ETF réinvestit automatiquement dans le fonds. Donc nous, on reçoit rien,
0 € sur notre compte, mais du coup aussi 0 impôt, pas de frottement fiscal, l'argent qu'on a dû travailler, et si on n'a pas besoin de cet argent aujourd'hui, pourquoi forcément le sortir ? Je peux comprendre l'aspect psychologique qui est satisfaisant de recevoir un dividende tous les mois ou tous les 6 mois sur son compte, mais si on n'a pas besoin, il vaut mieux le laisser dans l'ETF. Dans notre simulation, on laisse les dividendes dans la version distribuante en cash, alors que dans notre version capitalisante, il reste investi dans l'ETF. Donc forcément, au fil des années, ça crée une différence. Donc si vous n'avez pas besoin de ces dividendes, il faut quand même se poser la question, pourquoi vouloir les toucher ? Il faut vraiment comprendre qu'une partie du dividende que vous touchez partira en fiscalité avant même que vous puissiez le réinvestir. Alors qu'avec une version capitalisante, les revenus restent directement dans les fonds dans lesquels vous investissez. Et ça évite justement de sortir du cash à notre niveau, et ça nous permet d'être un peu plus libre et d'arrêter de choisir des investissements uniquement en fonction d'une question qui est qui verse le plus gros dividende. On peut regarder plutôt la diversification, les frais, le risque, l'indice, et surtout la performance totale, parce que j'aimerais quand même souligner quelque chose, un dividende n'est pas de l'argent gratuit. Et oui, la plupart vous le savez, mais c'est quand même important de le rappeler, il y a une chose que je vous ai pas dit et qu'on oublie facilement, c'est qu'un dividende, ce n'est pas de l'argent qui apparaît de nulle part. Imaginons une action à 100 €. L'entreprise décide de verser 5 € de dividende, on reçoit bien 5 € en cash, mais ces 5 € viennent de sortir de l'entreprise que vous possédez. Donc toute chose égale par ailleurs, on peut se retrouver avec quelque chose qui ressemble à 95 € d'action, plus 5 € sur notre compte. Notre patrimoine est toujours autour de 100 €. On ne s'est pas enrichi de 5 € juste parce qu'un dividende est tombé, mais on a juste 95 € d'action et 5 € dans la poche. Alors évidemment, dans la réalité, le cours de l'action bouge en même temps pour plein d'autres raisons, donc on s'en rend pas forcément compte, mais le principe est là. C'est pour ça que ce qui m'intéresse personnellement beaucoup plus, c'est vraiment la performance totale d'un investissement. Combien vaut mon investissement ? Savoir combien cet investissement va me distribuer, ça m'intéresse assez peu, à titre personnel. Une action peut verser 5% de dividendes et ne quasiment jamais prendre de valeur, et une autre peut verser seulement 1% de dividendes mais progresser beaucoup plus. Si on regarde uniquement le revenu, la première semble meilleure, vu qu'elle redonne beaucoup d'argent, mais si on regarde notre patrimoine 10 ans plus tard, ça peut être exactement l'inverse. Donc quelle est la conclusion de cette vidéo ? Déjà, j'espère que je vous ai donné un ordre de grandeur sur combien investir pour toucher un certain revenu par mois. Moi, je retiens 3 choses de cette vidéo. Premièrement, 1000 € de dividendes par mois, ça demande déjà beaucoup de capital, mais peut-être pas autant qu'on pourrait l'imaginer. On parle de 200, 300 ou 400 000 € selon l'investissement. Alors évidemment, c'est une somme énorme, mais si on compare ça à l'idée d'acheter un bien immobilier en cash pour générer 1000 € de loyer par mois, on est finalement dans les ordres de grandeur qui sont pas forcément complètement délirants. Après, évidemment, la comparaison s'arrête assez vite. Un bien immobilier, ça implique des charges, des travaux, des vacances locatives, la gestion, parfois des impayés, éventuellement un crédit à gérer. Et les dividendes, eux, ont aussi leurs propres risques, mais c'est quand même beaucoup plus passif. Donc, je suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre, mais simplement que 1000 € de revenus mensuels demandent dans tous les cas déjà un patrimoine assez important. Donc, avant de dire en commentaire qu'il faut déjà être riche pour gagner de l'argent, oui, c'est pas faux, mais c'est quand même pas surprenant, parce que si on pouvait gagner 1000 € par mois en investissant 10 000 €, vous pouvez quand même imaginer que ça poserait problème. Et pour 3 000 ou 5 000 €, on arrive très vite aux millions ou à plusieurs millions d'euros qu'il faut déjà posséder pour pouvoir les toucher. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce revenu, ce dividende que vous touchez, ça peut énormément évoluer avec le temps. Nos 1000 € de départ sont devenus autour de 1250 € avec Orange, presque 1800 € avec Total Energy et plus de 2200 € par mois avec AXA en 2025. Mais on a aussi vu que le dividende pouvait baisser en cours de route. AXA l'a très bien montré pendant la période Covid. Donc le dividende peut être relativement régulier, mais il n'est jamais garanti. Il faut surtout pas voir un dividende comme une protection vis-à-vis de ses investissements. C'est une critique qui est souvent faite d'ailleurs en bourse, avec le fait que quand on investit en bourse, ça peut baisser, alors que le dividende, lui, il est stable, il est plus ou moins garanti. Et c'est pas complètement vrai non plus. Et le troisième point, et c'est probablement le point le plus important pour moi, c'est que le placement qui verse le plus de dividendes n'est pas forcément celui qui nous enrichit le plus. Et d'ailleurs, je vais être complètement transparent. Je fais cette vidéo parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et c'est même une question que moi-même je me pose. Combien il me faut pour toucher 1000 € de dividendes par mois ? Je trouve la question intéressante. Mais pour moi, personnellement, aujourd'hui, mon objectif, c'est exactement l'inverse. Je cherche pas à recevoir 1000 € de dividendes par mois. Je cherche même pas à recevoir 100 € par mois. Idéalement, j'aimerais recevoir aucun dividende directement sur mon compte pendant ma phase d'accumulation. Quand j'investis via des ETF, je préfère utiliser des ETF capitalisants. Les entreprises que j'ai dans cet ETF, ils peuvent évidemment verser des dividendes, mais je préfère que ces dividendes soient automatiquement réinvestis dans le fonds plutôt que ça me revienne en cash. Parce que j'en ai pas besoin aujourd'hui, je suis pas encore proche de la retraite. Si cet argent arrive sur mon compte, notamment mon compte titre, ça peut créer de la fiscalité alors que mon intention, ça serait simplement de réinvestir cet argent dans tous les cas. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est pas du tout de maximiser mon revenu passif, c'est de maximiser le capital que je pourrais avoir plus tard en restant évidemment cohérent avec le niveau de risque que je vais prendre. Et le jour où j'aurai réellement besoin d'un revenu, rien ne m'oblige à ce moment-là soit d'investir dans des actions ou des ETF distribuants
Ou alors, encore mieux, il n'y a rien qui m'oblige à attendre qu'une entreprise décide de me verser un dividende. Je pourrais très bien vendre progressivement une petite partie de mon portefeuille chaque mois ou chaque année. Et si j'ai besoin de 1 000 euros, je pourrais vendre sur mon patrimoine qui se sera accumulé 1 000 euros de part tous les mois si j'en ai besoin, ou plus ou moins. Et si plus tard, je veux réduire le risque et juste pas m'embêter à revendre des parts tous les mois, je peux aussi imaginer de déplacer progressivement une partie de mon patrimoine vers des placements moins volatiles qui génèrent eux-mêmes un revenu. Il n'y a pas que les actions à dividendes, il y a les comptes à terme, il y a les fonds euros dans une assurance vie ou d'autres supports. L'idée que j'aimerais véhiculer ici, c'est qu'on peut profiter de toute notre phase active pour essayer de construire le plus gros patrimoine possible et seulement ensuite se demander comment transformer ce patrimoine en revenus. Voilà, j'aimerais juste mettre le doigt sur le fait que même si c'est très satisfaisant, vouloir transformer son patrimoine en revenu le plus tôt possible, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Voilà. Vous avez toutes les cartes en main. Donc maintenant, je suis curieux, si vous aviez le choix, est-ce que vous aussi, vous préfériez avoir un portefeuille qui vous verse automatiquement 1 000 euros tous les mois ou au contraire, est-ce que un portefeuille qui vous verse quasiment rien aujourd'hui mais que vous laissez capitaliser le plus longtemps possible, c'est quelque chose qui vous irait? Dites-moi ça en commentaire. Je suis curieux et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les dividendes, à vous donner un ordre de grandeur de combien investir pour toucher une certaine somme, pensez à vous abonner. Sur cette chaîne, je fais des comparatifs, des retours d'expérience. On parle de bourse, d'ETF et de tout ce qui permet de faire travailler son argent plus intelligemment. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer et moi je vous dis à la prochaine. Bye.